Dans notre monde interconnecté, les frontières entre États jouent un rôle fondamental, mais leur histoire est souvent méconnue. Ces lignes sur la carte ne sont pas simplement des délimitations géographiques, elles représentent des histoires de conflits, de négociations, de cultures en interaction et d'identités façonnées au fil du temps. Pour explorer cette thématique fascinante, nous avons le plaisir d'accueillir Claire de Blois, enseignant-chercheur spécialisé dans l'histoire du droit et des frontières pour une période bien spécifique, 1648-1815. Claire de Blois, qui a d'ailleurs fait une thèse sur ce thème. Alors, 1648-1815, c'est une période fondamentale pour l'histoire du droit des frontières, car c'est la naissance des frontières modernes, du concept de frontières modernes ou du concept moderne de frontières. Bienvenue à notre audience, je suis Ben Perrier, chercheur pour le programme international Borders in Globalization. Je parle depuis le territoire traditionnel des peuples Lekwungen dans la région de la mer Salish. Ravi de vous avoir avec nous, Claire de Blois. Bienvenue à bord. Bonjour, un grand merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. C'est un grand honneur et toujours un grand plaisir de pouvoir discuter de ce thème passionnant qu'est la frontière. Je suis donc Claire de Blois, enseignant-chercheur en droit international public à l'Université d'Orléans depuis cette année. J'y enseigne le droit international, les relations internationales ou encore le droit comparé. Toutefois, à l'origine, je suis plutôt une historienne du droit et une historienne du droit international. J'ai fait, comme vous venez de le rappeler, ma thèse sur le concept juridique de frontière, de 1648 à 1815, ce qui sera l'objet de nos propos aujourd'hui. Merci pour cette introduction. Donc, ce podcast, nous l'avons intitulé 1648-1815, naissance des frontières modernes. Et il est divisé en deux parties. Une première partie portera sur l'histoire des frontières modernes à la lumière de l'histoire du droit. Et une seconde partie portera sur la construction juridique des frontières modernes, à la fois limites territoriales étatiques et frontières linéaires. Donc, commençons cette première partie sur l'histoire des frontières modernes à la lumière de l'histoire du droit. Et voici ma première question, elle est liée à votre discipline académique. Pouvez-vous nous dire, Claire de Blois, quelques mots sur l'intérêt de l'histoire du droit pour étudier le thème des frontières? Quels sont les divers types de sources ou de supports à cette recherche? Bon, l'intérêt de l'histoire du droit pour étudier le thème des frontières est le même que l'intérêt de l'histoire du droit pour l'ensemble des disciplines juridiques, je pense. C'est évidemment d'éclairer le présent, comme le disait le titre de votre question. D'éclairer le présent, notre droit et notre concept. Évidemment, ils ne sont pas le fruit de réflexions immédiates, ils sont plutôt le fruit d'une réflexion, d'une évolution contextuelle et doctrinale plus ou moins longue en fonction des thèmes. Évidemment, on n'a pas la même temporalité pour un thème comme la frontière que pour un thème comme le numérique ou les frontières numériques. La méthodologie historique en cela est particulièrement adaptée à l'étude des frontières car elle s'inscrit évidemment dans la durée. Je ne suis pas issue d'une discipline novatrice, je m'inscris dans un ensemble plus vaste qui est l'histoire des frontières, dans l'histoire du droit international. Je m'inscris en cela dans une discipline plus vaste qui est celle du droit, de l'histoire du droit international. On peut appeler ça des historiens du droit spécialisés en droit international ou alors des internationalistes qui utilisent plutôt une méthode historique. Donc l'intérêt de l'histoire du droit pour les frontières, c'est évidemment d'apporter un éclairage sur le concept contemporain, sur le concept actuel, ce que j'ai appelé le concept moderne de frontières. Il permet de revenir à l'objectif de la construction et de la conceptualisation de la frontière. Aujourd'hui, dans sa dimension juridique, je n'aborderai pas du tout les autres dimensions de la frontière est la limite du territoire de l'État. Aujourd'hui, cette définition fait relativement consensus. Elle suppose toutefois un certain nombre d'acquis. Elle suppose la reconnaissance d'une autorité suffisante pour garantir les frontières. Elle suppose un enracinement territorial de l'État. Elle suppose également une volonté pour chaque État de fixer précisément et de façon pérenne ses frontières. Enfin, elle suppose un certain degré d'aboutissement dans la conception de l'État, mais également des relations internationales. Pour qu'il y ait frontières, il faut qu'il y ait rencontre de la volonté de deux puissances, sinon souveraines, encore une fois, il peut y avoir débat, ou du moins reconnues pour les délimiter et pour leur donner leur matérialité.
En partant de ces postulats, l'histoire du droit est essentielle à la compréhension des frontières. La démarche historique va permettre de comprendre le processus de construction du concept d'un point de vue doctrinal, bien sûr, mais également en la liant aux politiques frontalières, à la matérialisation et à la matérialité de la frontière. Tout l'objet de cette thèse et des autres recherches que j'ai pu réaliser en parallèle sont de chercher justement les événements, les politiques, l'évolution de la doctrine qui ont participé à la construction de la frontière telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le but était de tracer les contours et les caractéristiques de ce concept moderne de frontière ou de ce concept de frontière moderne. Concernant les sources que j'ai pu utiliser dans mon travail, donc encore une fois, le fait que ce soit de l'histoire du droit, c'est davantage une méthodologie qu'une discipline. En cela, les sources que j'ai utilisées sont assez semblables à celles qui sont utilisées par les internationalistes positivistes contemporains. La principale, enfin, la première en tout cas, source que j'ai pu utiliser sont les traités ou les conventions internationales. Elles m'ont servi à la fois de support pour la compréhension de la forme de la frontière, mais pas seulement. J'ai pu y trouver des indications sur les politiques frontalières, sur les vocables utilisés, euh, sur vraiment la construction matérielle des frontières. Pour approfondir ces points, j'ai également beaucoup utilisé tous les travaux préparatoires de ces traités, donc aussi bien la correspondance diplomatique que les projets de rédaction des traités. Donc la correspondance diplomatique avait un intérêt particulier parce que pour une grande partie d'entre elles, elle était encore sous forme manuscrite. Beaucoup n'avaient pas encore été exploitées, donc là c'est une vraie plus-value de mon travail. J'ai également utilisé, toujours en source internationale, les manuels de droit des gens, dont toute la doctrine. Évidemment, puisqu'on parle de concept, la doctrine a une importance fondamentale. Et là, de la même façon, hein, tous les travaux préparatoires des ouvrages, éventuellement les corrections qui ont pu être faites, mais également les traductions, puisque je m'intéresse au concept français. La traduction des textes internationaux, les mots utilisés étaient extrêmement importants. Voilà pour les sources internationales. Je ne me suis pas contentée à la vision internationale de la frontière, j'ai aussi essayé d'envisager la conception française, donc nationale. J'ai utilisé pour ça la législation, les travaux préparatoires, les débats des parlements, là encore, pour une partie d'entre eux qui étaient encore sous forme de manuscrits, donc qui avaient un intérêt. Et enfin, même si on reviendra un petit peu sur ce point, je considérais que la frontière était un objet profondément pluridisciplinaire. Donc, les sources juridiques n'étaient évidemment pas suffisantes pour en saisir toute la complexité. Et je me suis donc efforcée d'aller chercher d'autres documents dans d'autres disciplines. La plus évidente, évidemment, la géographie, hein, parce que ça fournit un nombre considérable de sources et de documents de recherche, la cartographie, mais également les comptes rendus des arpenteurs, donc lorsqu'ils font de la reconnaissance frontalière directement sur le terrain, le travail des topographes, bien sûr, lorsqu'ils vont venir placer notamment les bornes. Dans un autre aspect, tous les documents militaires, donc les traités de réflexion militaire, les traités de fortification, d'un point de vue économique, les traités économiques, la législation concernant la régulation des frontières. Donc voilà, un ensemble de sources que j'ai essayé d'être, pas exhaustif, hein, on ne peut jamais prétendre à l'exhaustivité, mais en tout cas le plus complet possible pour vraiment réussir à saisir tous les aspects de cet objet qu'est la frontière. Merci Claire de Blois pour ces précisions sur les types de sources et de supports à votre recherche. Pouvez-vous nous parler maintenant de votre méthode de recherche? En quoi elle a été originale dans votre projet de thèse? Alors, l'originalité de mon travail de thèse, et c'était pas forcément une mince affaire, parce qu'évidemment, la frontière est un objet qui a été déjà énormément saisi par les historiens du droit, par la doctrine aujourd'hui, mais celle aussi antérieure. C'était justement de me démarquer. Et la grande plus-value de mon travail, c'est justement cette approche globale de la frontière. J'ai essayé de ne pas me cantonner à un aspect de la frontière, donc d'envisager seulement un type de politique frontalière, une matérialité ou une conception, mais vraiment de l'envisager sous ces différents aspects. Évidemment, hein, même si la définition est juridique, puisque ça reste une thèse en droit, en histoire du droit, chacune de ces conceptions, chacune de ces approches vient nourrir le concept juridique. Merci Claire de Blois pour ces précisions. Comme on le voit dans le titre de votre thèse et dans le titre de ce podcast, vous avez retenu une période de l'histoire bien délimitée. Pourquoi avoir donc circonscrit votre sujet aux frontières terrestres et à la période 1648 à 1815?
Alors, en premier lieu, le choix de me cantonner, de me limiter aux frontières terrestres, ce n'est pas un choix qui est arrivé tout de suite. C'est un choix qui a été le fruit d'un certain temps de maturation du sujet. Et cela s'est justifié en réalité relativement rapidement parce que d'après mes recherches, les deux frontières, donc la frontière terrestre et la frontière maritime, ont évidemment de nombreux points communs, ne serait-ce que leur nom et leur fonction, mais ne correspondent pas exactement ni à la même conception ni aux mêmes enjeux. Et c'est tout l'objet de mes recherches actuelles, puisque j'ai approfondi ma recherche par aujourd'hui des recherches sur les frontières maritimes, justement, pour essayer d'en dégager à la fois les divergences, mais aussi les points communs. Il y a évidemment beaucoup de points communs, hein, parce que les politiques frontalières qui s'appliquent sur les frontières de l'État, les frontières terrestres, peuvent se reproduire évidemment au niveau des frontières maritimes. On a aussi toute la question de la délimitation, qui, on l'a vu, peut faire l'objet de traités. Mais au niveau de la façon de ce qu'elle représente, on a une divergence qui est quand même considérable, c'est ne serait-ce que sur la nature. La frontière terrestre, puisqu'aujourd'hui l'espace mondial est intégralement découpé, la frontière terrestre est toujours la rencontre entre deux souverainetés, entre deux territoires. Pour le cas de la frontière maritime, dans une grande partie des cas, pas pour la majorité, hein, pas lorsque les côtes sont rapprochées, mais dans une grande partie des cas, il s'agit de la rencontre entre le territoire maritime d'un État et les eaux internationales, donc un territoire qui n'est pas accaparé par un État en particulier. Donc déjà, là, on a une différence importante conceptuelle, puisqu'elle ne va pas être le fruit d'une négociation et d'un accord entre deux États en particulier. Une autre différence, et c'est très important, c'est que la frontière terrestre, c'est à la fois un objet qui va délimiter, mais aussi un objet qui va rassembler. C'est un point de rupture comme un point de rencontre. Donc c'est très important parce que c'est un objet qui va être partagé entre deux États qui possèdent le territoire de part et d'autre. Pour la frontière maritime, encore, en mettant de côté les cas des frontières lorsque les côtes sont rapprochées, on n'est pas dans cet objet qui va être une rencontre entre deux territoires, on n'est pas dans un objet qui est partagé. C'est un objet c'est une ligne qui appartient à l'État dont elle délimite le territoire, mais qui ne rencontre pas de puissance en face. Pour toutes ces raisons, évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. La maturation du concept n'est pas le même, puisque pour les politiques, en tout cas pour les souverains du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où ce qui va énormément compter, ça va être la mise en place des politiques frontalières, la délimitation, l'accroissement aussi de leur territoire, la conquête. Ils ne vont pas du tout appréhender la frontière maritime et la frontière terrestre de la même façon. Il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes politiques, il n'y a pas non plus la même démarche au niveau de la délimitation. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de les distinguer. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que les deux s'opposent, hein. Je pense que ce sont deux ensembles d'un même, on pourrait dire presque un métaconcept, celui de frontière, qui rassemblerait deux aspects de ce même objet. Au niveau de la délimitation temporelle, donc là c'était un petit peu plus difficile, c'était un petit peu plus houleux. Évidemment, lorsqu'on fait une thèse, il faut délimiter, il faut choisir une date. Or, comme la plupart des historiens, on considère qu'une date, ce n'est jamais une rupture, il y a toujours un avant, il y a toujours un après. Donc ces dates ne sont jamais marqueurs d'un bouleversement. La date de 1648 que j'ai choisie, donc correspond au traité de Westphalie, semblait assez pertinente pour ce sujet pour plusieurs raisons. En premier lieu, au niveau de la réputation de ces traités, même si je vais revenir sur cette question, ils sont quand même réputés être fondamentaux dans la reconnaissance interétatique. On en a fait vraiment l'acte de naissance de la conception moderne de l'État, en tout cas dans sa conception souveraine et territoriale. Donc, pour un sujet sur la frontière, ça semblait assez pertinent. Par leur ampleur et leurs conséquences sur les relations européennes, effectivement, c'était une date qui semblait toute trouvée. Toutefois, je partage tout à fait l'opinion de M. Stéphane Bollack, dont vous m'aviez parlé lorsqu'on a échangé sur les questions, lorsqu'il évoque le mythe des traités de Westphalie. Encore une fois, il n'y a pas un avant et un après traité de Westphalie, notamment lorsqu'il est question de souveraineté étatique, hein, je suis tout à fait d'accord avec lui. Toutefois, les traités de Westphalie ont quand même introduit la reconnaissance de la compétence contractuelle des États, et ça c'est très important pour la frontière, parce qu'au-delà du fait que les frontières délimitent une souveraineté territoriale, les frontières sont aussi le fruit d'une reconnaissance mutuelle, en particulier par traité. Donc là, pour les traités de Westphalie, c'était très pertinent. Et enfin, Stéphane Bollack parle du mythe des traités de Westphalie, et là encore une fois, je le rejoins. Un mythe, c'est jamais anecdotique, ça a son importance, on ne peut pas le balayer, encore plus lorsqu'on étudie un concept. Le mythe de ce traité de Westphalie a participé
à construire le concept de frontière qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que la représentation en tant que telle de ce traité, de la naissance de cet État souverain sur son territoire, ça a évidemment eu un poids très important dans l'importance qu'ont pu prendre ces frontières. Au niveau de la fin de la période, donc là c'est un semi-regret, je me suis arrêtée en 1815, ce n'était pas l'objectif initial. La thèse était censée au début aller jusqu'en 1918, sauf que évidemment choisir c'est renoncer. Dans un souci d'exhaustivité ou en tout cas de pouvoir vraiment approfondir tous les sujets que je voulais approfondir, il a été nécessaire en cours de thèse de circonscrire mon sujet, de le limiter à la période de 1815. Toutefois, ce n'est pas non plus une date qui a été choisie au hasard, donc elle ne fait pas référence au Congrès de Vienne, mais au traité de Paris, ça a son importance, parce que ce traité est le premier qui va vraiment proposer une description des frontières françaises, non pas de façon locale, non pas sur une portion, mais vraiment dans leur ensemble. C'est-à-dire que dans ce traité, on va décrire, on va tracer les frontières de la France, de la frontière septentrionale jusqu'à la frontière atlantique au niveau du Pays basque. Donc c'est assez important. On n'est pas simplement dans un côté contextuel où un traité doit délimiter une portion, on est vraiment dans une reconnaissance globale de la frontière étatique. Donc c'est très important pour la conceptualisation, puisque ça montre la vision d'une frontière comme un objet global et unifié. Voilà, donc parfois les renoncements qu'on doit faire ont leur utilité. En tout cas, cette date était certes pas celle prévue initialement, mais elle faisait vraiment sens dans le choix du sujet. Merci beaucoup pour cette justification de votre période d'analyse. Alors, on a beaucoup parlé de ce mot, frontière, il est au centre de notre discussion aujourd'hui, mais il doit avoir une origine étymologique, ce mot. À l'époque, on sait qu'il pouvait désigner à la fois le front d'un visage ou le front d'une armée. Alors, Claire, ma question est la suivante. D'où vient le terme de frontière? Alors, le terme de frontière en tant que tel, c'est un sujet qui n'est, enfin, une étude qui n'est pas de moi pour le coup, puisque c'est un sujet qui a déjà été beaucoup traité. Là, pour la période, en tout cas pour la naissance du terme, j'ai plutôt repris des écrits d'auteurs qui s'étaient déjà penchés sur la question. Ils s'accordent tous généralement à reconnaître la naissance du mot frontière, en tout cas dans le sens de limite d'État, de limite de territoire plutôt, d'espace, au début du XIIIe siècle. Donc là, les sources divergent un peu. Parfois, c'est 1312, parfois c'est 1315. J'ai pu trouver une source qui datait de 1310, même si ce n'est pas tout à fait le même sens, mais en tout cas, elle existe. Donc voilà, c'est vraiment à cette période-là. Le terme, dans les premières sources qu'on va trouver, elle va vraiment faire référence à la frontière au sens de limite entre deux États. Donc on parle de la frontière comme d'un point de passage d'un territoire à un autre. Toutefois, ce n'est pas dans ce sens-là qu'elle va être le plus diffusée par la suite. Plutôt que d'utiliser le nom frontière, on va lui préférer l'adjectif frontière ou frontier dans son utilisation masculine. Et dans ce sens-là, elle fait référence à une entité généralement territoriale, donc ça peut être une province, une ville, un village, qui se trouve sur les confins du royaume, c'est-à-dire au plus proche du territoire d'un ennemi ou d'un voisin d'ailleurs. Et là, on retrouve effectivement ce que vous avez évoqué, hein, l'origine du terme front. On utilise le terme frontière parce que, soit d'un point de vue militaire, le village, la province est celle qui se trouve au plus proche des lignes ennemies, du territoire de l'ennemi, donc le territoire qu'il va falloir défendre, soit d'un point de vue, là pour le coup, plus géographique, front en référence au front du visage, qui est la partie la plus avancée du visage d'un homme, parce qu'il s'agit du territoire le plus avancé par rapport au territoire voisin. Donc ça, ce sont les deux origines qui sont reconnues par les chercheurs. Donc, il se diffuse dans un premier temps sous la forme d'un adjectif pendant en réalité assez longtemps. Et il faut attendre vraiment le 15e, 16e siècle pour qu'on retrouve à nouveau le mot frontière comme nom et pour qu'il devienne petit à petit la limite d'un espace, la limite d'un territoire et au 17e, 18e siècle qu'il devienne spécifiquement la limite de l'État, la limite du royaume. Là, on a une spécialisation qui se fait durant cette période. Merci beaucoup pour cette étymologie du mot frontière qui a recouvert de nombreuses acceptions pendant plusieurs siècles et c'est l'objet de ce podcast d'en déterminer l'évolution. Quelle est l'évolution des relations sémantiques entre les deux mots très proches
entre le mot limite et le mot frontière. On sait qu'un auteur comme, par exemple, Daniel Norman estimait que la frontière était un mot qui appartenait au registre de l'agression, alors que le terme de limite, quant à lui, relevait plutôt du registre de la paix. Qu'en pensez-vous? Alors, dans ce que j'ai pu observer et trouver dans mes recherches, je suis tout à fait dans la continuité hein, dans la pensée de Daniel Norman sur cette question. Effectivement, lorsqu'on on regarde à la fois les sources, les ouvrages, la doctrine, les dictionnaires également, on retrouve vraiment cette disparité entre, d'un côté, ce terme de frontière qui est la limite d'un territoire, la limite d'un État. Donc ça, c'est la définition. Mais dans les exemples, qui est plutôt une limite vue dans un point de vue militaire, on parle de la défense du royaume, on parle des troupes qui sont placées sur les frontières, on parle d'étendre les frontières. Donc vraiment, on est plutôt dans une dimension guerrière et conquérante. Et à côté de ça, on a la limite qui est moins précise, qui est moins spécialisée, parce qu'elle peut renvoyer à la limite de n'importe quel espace, n'importe quel territoire, mais par contre qui relève davantage de la diplomatie. La limite, c'est la ligne que l'on va négocier, c'est la ligne sur laquelle on va s'accorder, c'est la ligne qui va apparaître dans les traités de paix, les traités de délimitation, sur la carte, par exemple. En réalité, bon, évidemment, hein, comme toujours, il ne faut pas opposer ces deux termes. Dans ce que j'ai pu observer et ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est que ce sont plutôt deux aspects d'un même objet qui est la frontière au sens moderne. On a d'un côté cette frontière, ce terme de frontière qui est davantage zonal, même s'il va tendre à se linéariser, mais qui a un sens davantage zonal militaire, mais par contre spécialisé, qui relève de la frontière de l'État. Et d'un autre côté, on a cette limite qui est moins spécialisée, mais qui correspond vraiment à la frontière au sens linéaire. Donc, pour être très précis, pour parler de la frontière au sens moderne du terme, il faudrait faire référence en fait à la limite de la frontière. Donc, à la ligne au sein de cette frontière qui vraiment va faire basculer d'une souveraineté à une autre. Merci Claire, c'est une question compliquée que vous avez réussi à bien décortiquer dans votre thèse. Bravo pour ça, parce que c'est vraiment pas évident, parce que j'imagine que la limite a aussi subi une spécialisation de sa signification et que la frontière en même temps a aussi subi une spécialisation de son terme en utilisant le mot limite. Donc il y a beaucoup de croisements entre les deux termes et merci de nous avoir précisé leurs différences. Euh, une autre question est relative à votre méthodologie de recherche, parce que vous avez aussi beaucoup utilisé de dictionnaires, d'analyse de l'évolution terminologique dans des différents dictionnaires. Donc, et j'ai noté dans votre thèse l'importance de l'édition de 1718 du dictionnaire de l'Académie française. Et cette édition contient une évolution majeure dans la définition de la frontière. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, alors c'est totalement en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. Un grand bouleversement dans le mot frontière qui révèle évidemment une évolution dans le concept même de frontière, ça va être la spécialisation du terme. Dans les premières éditions du dictionnaire de l'Académie française, lorsqu'on va au terme frontière, évidemment, on parle en premier lieu de l'adjectif, hein, ville frontière, province frontière, puis ensuite on parle des limites, des confins d'un pays, d'un État. Donc, la frontière est indifféremment la limite d'un territoire, peu importe que celui-ci soit étatique ou pas. Donc, c'est ce qui va perdurer dans un certain nombre d'éditions. Un grand changement extrêmement important a lieu dans l'édition de 1718, puisque pour la première fois, la frontière devient la limite qui sépare les États de différents souverains. Donc là, on n'a plus cette imprécision sur la nature du territoire délimité, on bascule totalement dans vraiment une limite spécifique des États des différents souverains. Donc c'est évidemment fondamental hein, pour le concept, puisqu'on imagine que si le mot et la définition dans un dictionnaire évolue, c'est évidemment qu'il y a une évolution conceptuelle de la frontière en tant que telle et une spécialisation. Merci beaucoup pour ces précisions sur cette édition de 1718 du dictionnaire de l'Académie française. Alors, votre période d'analyse commence en 1648, mais je me demandais, d'après vos travaux, à quoi pouvaient ressembler les frontières qu'on peut qualifier de médiévales, donc, mais vraiment à la fin du Moyen Âge, juste avant les traités de Westphalie. Comment elles étaient conceptualisées à ce moment-là?
Alors, comme je l'ai dit, hein, lorsque j'ai évoqué la délimitation chronologique du sujet, j'ai choisi la date des traités de Westphalie, mais évidemment, pour avoir une compréhension de la forme, notamment des frontières, il était indispensable de me pencher sur ce qu'était la délimitation avant cette période. Ça semblait évident. Et il était très intéressant d'aller chercher justement la forme que prenaient les frontières pendant la période médiévale, puisque c'est à ce moment-là qu'on va construire vraiment le territoire de la France et de voir justement ce qui va se passer à partir des traités de Westphalie et pendant la période du XVIIe, XVIIIe siècle. Les frontières du royaume, donc avant le traité de Westphalie, sont extrêmement disparates. Donc, on a eu plusieurs positions doctrinales hein, sur cette question. Certains ont affirmé qu'il n'y avait aucune frontière linéaire de la France avant 1789. D'autres, au contraire, ont affirmé qu'il y avait une précision dans la délimitation des frontières pendant la période médiévale. Donc, évidemment, hein, la vérité, comme toujours, est dans la nuance. Il y a toutes les formes possibles de frontières à la veille des traités de Westphalie et en réalité, pendant encore assez longtemps. Ça va être une construction progressive. On ne peut pas parler de délimitation totale, on ne peut pas non plus parler d'incertitude totale des frontières. Généralement, on est plutôt dans un entre-deux où chaque situation va être réglée au cas par cas. Parfois, on va avoir des frontières qui vont être zonales, et ça va convenir à tout le monde. Parfois, c'est même une volonté politique de maintenir cette incertitude frontalière parce que ça permet de justifier des conquêtes ou alors d'entamer un petit peu plus facilement le territoire de l'autre. Parfois, au contraire, à cause de conflits locaux, d'oppositions, ça peut être parfois des oppositions sur la possession d'un bois, les souverains vont assez rapidement s'emparer de la question et vont avoir à cœur de justement délimiter précisément ces questions. La délimitation des territoires, hein, il y a des auteurs qui se sont penchés sur la question, hein, je pense notamment à Léonard Dauphin, qui s'est beaucoup intéressé à la question de la frontière médiévale et qui a très bien mis en avant tout ce souci de délimitation, donc pour rompre un peu avec le mythe de l'inexistence des frontières médiévales, qui se sont évertuées à montrer qu'il y avait évidemment des délimitations. Néanmoins, il y a une caractéristique qui est très importante, mais je crois qu'on va revenir dessus un petit peu après. À la veille du traité de Westphalie et encore un petit peu après les traités de Westphalie, c'est la question justement de la confusion des frontières. On n'est pas forcément dans l'incertitude. La majorité des frontières à cette époque-là sont connues. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont délimitées précisément, mais en tout cas, elles sont connues. Par contre, sur une grande partie du territoire, on est encore dans un territoire dit complexe. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire où vont exister de part et d'autre des frontières, des enclaves, des bras de terre à l'intérieur du territoire. Donc vraiment, on est dans une sorte de territoire. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur et j'en suis désolée, mais j'aime beaucoup cette expression. On est vraiment dans un territoire de frontières dentelles. On a très bien l'image hein, de cette frontière qui est morcelée avec plein de petits bouts d'enclave de part et d'autre. Donc voilà, on a quelques frontières incertaines, on a beaucoup de frontières complexes, on a vraiment l'existence de ces deux types de territoires et tout l'objet des politiques territoriales qui vont être menées au XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle en réalité, ça va être justement de rompre avec ces deux types de frontières, à la fois de mettre un terme à l'incertitude des frontières par des politiques de délimitation et à la fois de mettre un terme à la complexité des frontières par le biais des politiques de rationalisation. Merci beaucoup, Claire de Blois, pour toutes ces précisions et ce partage de connaissances. Alors, vous avez mentionné à plusieurs reprises cette multidimensionnalité des frontières entre la ligne et la zone. Alors, je voulais vous demander, est-ce que ces deux dimensions de ligne et de zone s'excluent mutuellement ou alors, au contraire, il y a toujours une coexistence entre ces deux dimensions géographiques, politiques et juridiques? Que nous dit précisément votre période d'étude à ce sujet? Alors, dans ce que j'ai pu observer et ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, c'est évidemment qu'il n'y a absolument aucune opposition entre la frontière zonale et la frontière linéaire. En réalité, ce sont deux appréhensions et deux visions d'un même objet, qui est la frontière en tant que limite des compétences d'un État. Pour qu'il y ait limite des compétences d'un État, il faut évidemment qu'il y ait une frontière linéaire, puisqu'il faut savoir à quel endroit précis ces compétences vont s'appliquer. Mais pour que ces politiques puissent être mises en œuvre, c'est la raison aussi pour laquelle j'évoque beaucoup les politiques frontalières dans ma thèse, pour que ces politiques puissent être mises en œuvre, il faut évidemment un espace sur lequel elles vont être appliquées.
Et c'est cet espace frontalier qui va perdurer même bien après, encore aujourd'hui, bien après la délimitation des frontières. Donc, le fait de délimiter une frontière, de lui donner une consistance linéaire, n'est absolument pas signe de la fin, de la suppression de la zonalité de la frontière. Les deux vont évidemment coexister. Et c'est encore plus marquant pour les populations frontalières, bien sûr, puisqu'elles voient se tracer cette ligne qui, pour elles, n'ont aucune signification au quotidien. Elles vont, elles, continuer totalement à vivre dans cette espèce de frontière zonale, c'est-à-dire qu'elles vont être des populations des frontières et non pas juste des populations à côté de la frontière. Elles sont englobées dans cette zonalité de la frontière. Merci Claire Lebois pour ces précisions sur l'interconnexion des dimensions de lignes et de zones dans le même objet de la frontière et de la zone frontalière. Voilà, c'est la fin de cette première partie du podcast qui portait sur l'histoire des frontières modernes à la lumière de l'histoire du droit. Nous allons nous voir dans un petit moment pour la deuxième partie de ce podcast qui s'intéressera à la construction juridique des frontières modernes, limites territoriales étatiques et frontières linéaires. Merci beaucoup Claire Debois. Merci beaucoup.